Barbier comme chaque lundi. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Alors beaucoup de sujets aujourd'hui en France, également à l'étranger. Alors on va peut-être commencer par la France avec la fête de l'humanité qui avait lieu ce week-end, notamment avec des présences controversées, on peut le dire. Alors on va évidemment parler de Dominique de Villepin, mais je voulais aussi avoir votre regard sur la présence d'Houria Boutelja, l'indigéniste Houria Boutelja qui a été invitée, en tout cas elle a organisé une conférence débat sur la lutte contre l'antisémitisme. On pourrait croire à une blague, mais non. Qu'est-ce que ça vous inspire, Ça nous dit beaucoup de choses de l'état de la gauche aujourd'hui. Elle est mélanchonisée jusqu'à l'os, cette gauche. Même le Parti communiste, à travers la fête de l'humain, on sait que Roussel est intransigeant sur ces sujets-là. Même le Parti communiste se retrouve complice de la même dérive idéologique, c'est-à-dire tout est bon pourvu que ça soit contre Israël. Et on en vient à faire de Houria Boutelja une chantre de la lutte contre l'antisémitisme. On croit se pincer, mais ça rejoint exactement les invités qu'on a vus dans certaines campagnes législatives de la France Insoumise, tels Corbyn, ou les indulgences qu'il y a pu y avoir chez les Verts sur certains rappeurs tels Médine. Ils ont appelé à désioniser notamment la lutte contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Ça signifie qu'ils ont compris que l'accusation d'antisémitisme, c'était une tâche quand même. Quand on est dans une démocratie, être accusé d'antisémitisme, c'est un peu gênant. Donc il faut se désantisémitiser. Voilà. Et donc comment on peut le faire ? On peut le faire en ouvrant les yeux, puis en se rendant compte qu'on s'est trompé de combat. Évidemment, c'est trop leur demander. On peut le faire aussi en faisant croire que le meilleur moyen de lutter contre les antisémites, c'est d'être antisioniste. C'est-à-dire qu'en critiquant Israël, en proposant d'ailleurs qu'il n'y ait plus d'Israël, puisque la Palestine de la mer jusqu'au Jourdain, c'est la suppression d'Israël, on va rendre service à la communauté juive. Bien entendu, puisque s'il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus de colonie, il n'y a plus d'oppression, donc il n'y aura plus de raison de détester les Juifs. Donc, faites un cadeau aux Juifs, débarrassez-les d'Israël. C'est ça le message qu'il y a derrière ces invitations et ces propos. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, on a entendu aussi lors de cette fête de l'UMA, Ercilia Soudé, députée de LFI, dire « Même après le cessez-le-feu, il faudra continuer à se battre contre Israël, à mettre fin, dit-elle, à l'impunité d'Israël. » Mais bien sûr, parce que la cause poursuivie par ces gens-là n'est pas une solution à deux États, elle n'est pas la paix et la sécurité dans cette zone-là, elle est simplement le retour non pas à avant 1967, mais à avant 1947. Alors, en France également, toujours en France, à la fête de l'UMA, Dominique de Villepin était invité. Vous avez écouté, je crois, Christophe, son discours. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son intervention ? D'abord, sa présence, qui est incongrue, là-bas, évidemment. Oubliez l'état d'urgence décrété en 2005 après la mort de Ziad Bouna. On efface le CPE, le contrat première embauche, qui avait mis la jeunesse dans la rue. On oublie aussi l'affaire Clearstream de 2007. Non, Dominique de Villepin devient le nouveau héros de cette gauche. Pourquoi ? Parce qu'il a pris des positions contre Israël. Ça suffit à oublier tout le reste. Après, écoutons exactement ce qu'il a dit. D'abord, il a mis beaucoup de soin à dénoncer quand même l'attentat terroriste du 7 octobre, les massacres, à se dédouaner de toute complaisance à l'égard du Hamas. Dont acte pour lui. Et puis après, il a développé deux thèses. La première, c'est l'invisibilisation des morts de Gaza. Les morts de Gaza sur les bombes israéliennes, on les voit pas, dit-il. Et là, il oublie plusieurs choses. D'abord, on les voit. Les réseaux sociaux sont remplis de ces morts tragiques, de ces enfants notamment, qu'on met bien en évidence sur les réseaux sociaux pour soulever l'opinion mondiale. Il y a une utilisation par les pro-Hamas des images venues de la guerre à Gaza. Ensuite, l'invisibilisation, elle a frappé d'abord le 7 octobre. Combien ont très vite dit mais non, ça n'a pas eu lieu, ou alors c'est pas le Hamas, c'est Israël qui a rendu cela. Il y a eu un négationnisme immédiat. Invisibilisation aussi quand on arrache les affiches d'otages. Et puis invisibilisation aussi à l'ultra-gauche. Quand on parle de la guerre à Gaza, et c'est vrai que la manière dont est menée cette guerre, c'est un problème. Quand on parle de la situation au Proche-Orient, et bien entendu, Israël doit changer de politique. Mais à chaque fois, on oublie de rappeler que tout ça a commencé le 7 octobre. L'ultra-gauche oublie que s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, il n'y aurait pas de bombardement à Gaza. Le 6 octobre, ça ne se passait pas comme ça. Et ça aussi, Dominique de Villepin l'oublie. Puis sa deuxième thèse, c'est de dire il n'y a qu'une seule solution, c'est la solution à deux États. Ça, c'est la position classique de la droite gaulliste. Certes, mais qui ne veut pas de deux États ? Sans doute une partie de la classe politique israélienne. Et on peut soupçonner Benjamin Netanyahou de ne pas vouloir de solution à deux États. Mais il y a aussi le Hamas qui ne veut pas deux États, qui veut l'éradication d'Israël. Il y a aussi tous les alliés du Hamas, l'Iran bien entendu, mais aussi une ultra-gauche occidentale qui souhaite, comme on le voyait au début de votre questionnement sur la fête de l'UMA, qui souhaite non pas la paix entre un État palestinien et un État israélien voisin, mais tout simplement la disparition d'Israël. Donc c'est comme ça que vous expliquez notamment le lien entre cet homme de droite, très connu, Dominique de Villepin, et l'ultra-gauche. Oui, il y a trois raisons. D'abord, il y a le gaullisme historique qui a toujours été pro-arabe et sévère vis-à-vis d'Israël et de ce peuple sûr de lui et dominateur.
Il y a cette ligne de fond quand même chez les gaullistes. Ensuite, il y a l'opportunité. Dominique de Villepin revient dans le jeu politique par cette porte de gauche et même d'ultra-gauche, alors qu'il était Premier ministre il y a bientôt 25 ans, on l'avait un petit peu oublié. Et puis troisièmement, il y a cette droite qui aime bien terminer sa carrière à gauche. Comme si la droite avait besoin d'avoir l'onction de la gauche pour sortir de la vie politique. On a eu Jacques Toubon sur d'autres sujets, les sujets économiques et sociaux, et on a Dominique de Villepin maintenant sur les sujets géopolitiques. Vous pouvez ajouter à ça, même s'il s'en est défendu avec franchise, l'éventuel intérêt qu'il peut avoir pour ses nouvelles activités, de dire du bien de certains pays pour en avoir des clients, mais il s'est expliqué là-dessus à la fête de l'UMA. Il a dit: je n'ai jamais travaillé pour le Qatar. C'est ça. Dont acte. On a mis effectivement en avant cela. Alors, on parle de la fête de l'UMA et puis il y a aussi cette intervention des Antifa face à François Ruffin. François Ruffin qui a été hué notamment par les Antifa, Christophe. Oui, parce que François Ruffin a ouvert la boîte de Pandore. Il publie un livre après sa campagne législative de juin-juillet dernier où il explique ce qu'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est une stratégie communautariste et islamo-gauchiste. C'est-à-dire que Mélenchon parie tout sur la France des tours, les quartiers, l'islam politique, et Ruffin dit: il ne faut pas oublier la France des bourgs, c'est-à-dire la ruralité paupérisée, la France périphérique de Christophe July. Et c'est véritablement une stratégie électorale qui les oppose. Ils ne sont pas d'accord sur la manière de construire une France qui pourrait être majoritaire, mais c'est surtout derrière cette stratégie électorale une idéologie qui les différencie. Ruffin reste attaché à la lutte des classes. Il considère que le combat de la gauche radicale, c'est d'abord un combat social. Les pauvres contre les riches. Les quartiers défavorisés, tous les quartiers, ceux des villes mais aussi ceux des campagnes. Toutes les zones où il y a des Français paupérisés contre la France des élites, contre la France du système. C'est contestable, mais c'est cohérent et surtout cohérent avec une histoire de la gauche. Mélenchon, lui, est sur la ligne islamo-gauchiste, c'est-à-dire il faut faire le jeu de l'islam politique parce qu'il va nous apporter des bataillons innombrables de nouveaux électeurs issus de ces quartiers musulmans et grâce à eux, on ne gagnera pas les élections. Mais on pourra faire, après la victoire de Marine Le Pen, la révolution. Alors rapidement, pour terminer sur ce point-là, on peut se poser la question du timing aussi, Christophe. Pourquoi François Ruffin écrit-il maintenant toutes ces choses sur LFI, sur Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi maintenant? Il a sauvé sa tête de justesse lors des législatives. Il est député, mais il n'est plus rien. Il n'a plus d'appareil, il n'a plus rien. Il voit naître une gauche social-démocrate qui essaye de se dégager de Mélenchon laborieusement. Raphaël Glucksmann s'est complètement planté sur les législatives. Il a une seconde chance au tirage, si j'ose dire, avec son grand rendez-vous d'octobre. Ruffin se dit: si je n'existe pas maintenant, je disparais. Et c'est vrai que tous ceux qui ont le courage de dire non à Mélenchon en juin, ils sont beaucoup moins audibles en cette rentrée. Je pense à notre ami Jérôme Guedj, qui vient sur cette radio. Je le trouve beaucoup plus indulgent aujourd'hui qu'avant l'été. Je pense à tous ceux qui ont été purgés. Je pense à François Ruffin. Alors par ailleurs, c'est cette semaine, Christophe, que Michel Barnier doit enfin nommer son gouvernement. 10 jours après sa nomination, il n'a toujours pas présenté la liste de ses ministres. D'ailleurs, il bat le record de la 5e République détenu par Georges Pompidou. Oui, pour constituer un gouvernement. Bon, on a un gouvernement, le fameux gouvernement démissionnaire, puis le Parlement n'est pas rentré. Donc c'est pas trop grave, il prend son temps, mais c'est plus compliqué que prévu pour Michel Barnier. Les Républicains, qui ne voulaient pas du tout rentrer au gouvernement il y a 15 jours, maintenant ils veulent tous les postes. Ils sont 7, 8, 10 à vouloir rentrer. Ouais. Donc il faut leur expliquer que ça ne pourra pas être un gouvernement LR. Donc dire non à un Wauquiez qui voudrait l'intérieur ou dire non peut-être à un Retailleau qui voudrait la justice, ça va pas être simple pour Barnier. Mais du coup, cette omniprésence LR commence à fâcher la majorité sortante. Attal explique qu'il faut des ministères pour ses troupes. Oui, mais est-ce qu'il faut garder les sortants ? Pour l'instant, dans l'entourage de Barnier, on dit les deux qui sont sûrs de rester, c'est Catherine Vautrin et Rachida Dati. Choix surprenant, Rachida Dati, compte tenu de son calendrier judiciaire et de ses positions pro-Azerbaïdjan. Mais enfin, c'est la responsabilité de Barnier. Darmanin pourrait rester à la porte. Tous ceux qui veulent rester, Dupond-Moretti et les autres, seraient renvoyés dans leur foyer. Et puis surtout, il y a l'angle mort pour Michel Barnier. Il n'y a personne de gauche. Des gens de gauche anti-Mélenchon, comme Stéphane Le Foll ou le maire de Saint-Ouen, ont dit non. Il ne trouve pour l'instant personne de gauche qui dit écoutez, moi j'y vais pour la France, j'y vais pour et ne pas perdre 2 ans et demi, je reste de gauche, mais je suis dans le gouvernement de Michel Barnier. Donc ça risque d'être un gouvernement boiteux et peut-être même hémiplégique. Un gouvernement boiteux, mais on peut imaginer quand même que d'ici la fin de la semaine, Christophe, ce sera acté. On commence à nous dire que ça serait plutôt la fin de la semaine. La fin de la semaine, ça peut être dimanche. Et puis que, si c'est dimanche et qu'on n'a pas le temps et que c'est plutôt lundi, il faudra pas lui en vouloir. Lundi 23, ça reste quand même la date butoir. Après, ça voudra dire qu'il a un énorme problème politique. Alors, on va peut-être terminer aussi par l'actualité internationale. Vous l'avez vu, Christophe, cette nuit aux États-Unis, le FBI qui enquête sur une tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump. Donald Trump qui s'est fait tirer dessus alors qu'il jouait au golf chez lui en Floride.
Floride. Alors, quelles conséquences ça peut avoir justement sur le scrutin du mois de novembre? Deux conséquences qui peuvent s'annuler les unes les autres. D'abord, ça va remobiliser l'électorat trumpiste, évidemment, comme chaque fois, comme lors du premier attentat. Ils vont en tirer un bénéfice, au moins dans les sondages, mais ça peut être aussi l'occasion pour les démocrates de dire, vous voyez, quand on dit qu'il ne faut pas laisser les armes en circulation, quand on dit qu'il faut une législation plus restrictive sur les armes, eh bien on a raison. Ça peut être un argument de campagne aussi pour les démocrates, sachant que ce n'est pas le vote des Américains qui compte. C'est le vote des Américains dans quelques États. Les fameux swing states. Oui. Ils sont 7 ou 8, Wisconsin, Nevada, Arizona, Pennsylvanie, etc. Donc, selon le score dans ces États, puisque quand on gagne un État, on gagne 100% des grands électeurs de cet État, la présidentielle sera gagnée ou perdue pour Harris. Et donc, vous voyez, ça va pas changer complètement la donne parce que les États très trumpistes vont l'être encore plus, mais c'est ces swing states qu'il faudra soigner et c'est plus avec des arguments économiques et sociaux que Harris peut séduire les électeurs de ces États. Alors, on connaît l'identité justement de la personne qui a tiré sur Donald Trump, Ryan Rouse, qui avait d'ailleurs voté pour lui. Alors, c'est assez incroyable puisqu'il a un casier judiciaire bien rempli et il a pu se procurer une arme très facilement. Qu'est-ce que ça dit de l'Amérique d'aujourd'hui? Oui, on dit qu'il est même allé en Ukraine pour essayer de se battre il y a quelques temps. Ça montre à quel point l'Amérique, et ça c'est l'histoire, c'est le fruit de son histoire, mais aussi de sa constitution, n'arrive pas à sortir de cette addiction aux armes. Même quand on est condamné, même quand on a un profil qui mérite le suivi, on peut continuer à s'armer et à circuler avec des armes. C'est absolument ahurissant. C'est un étage démocratique que l'Amérique n'arrive pas à franchir. Cet étage où l'on fait complètement confiance à l'autorité, à la justice, à la police pour assurer notre sécurité. On n'est jamais dans la self-défense, on n'est pas au Far West. Et puis, où l'idée de tuer quelqu'un n'est pas encore aux États-Unis quelque chose de honni, d'infréquentable, d'impossible. Là-bas, avoir à tuer quelqu'un, ça fait partie d'une existence normale, alors que chez nous, c'est devenu quelque chose de transgressif, d'extraordinaire. On pourrait pas voir ça chez nous en France, une tentative d'assassinat contre le président? Si, bien sûr. Jacques Chirac, quand il venait d'être élu, avait été visé par un tir assez lointain et anodin sur les Champs-Élysées. Donc bien sûr, on peut tirer sur les présidents. On a eu des présidents assassinés. Sadi Carnot a été assassiné, on a eu des ministres assassinés. Donc, mais c'est pas dans notre tradition historique. Tandis qu'aux États-Unis, 4 présidents assassinés. Vous les connaissez? Oui. Alors, dites-nous. Alors Lincoln, le plus ancien, et Kennedy, le plus récent, on les connaît. Les deux du milieu, on les a oubliés, c'était McKinley et Garfield. Donc vous voyez, c'est une tradition. Et puis on peut ajouter Robert Kennedy tué alors qu'il était candidat, et Reagan qui avait failli y passer aussi. Donc vous voyez, c'est presque la tradition du Far West, et puis quand on s'en sort, c'est très bien. Nous n'avons plus, heureusement, ce rapport funeste aux armes. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Barbier. L'édito de Christophe, c'est chaque lundi matin sur Radio J. À demain, votre invité sera Constance Le Grip. Exactement.